Bonjour. Est-ce que vous êtes là? Alors, le groupe de pédiatrie, est-ce que vous êtes là? Il faut que j'augmente le son. Je n'entends rien du tout. Hein? Oui, madame. Le pédiatrie est là parce que le cours va commencer. Hein? Il est 14 heures. On va essayer d'être à l'heure. Hein? D'accord? Alors, c'est bon, on peut commencer le cours? Dites-moi quand vous êtes prêts. Oui, madame. D'accord, d'accord. Donc, on va aujourd'hui parler des épilepsies de l'enfant. Donc, on va discuter, bien sûr, d'une partie théorique, la plus importante, et on va discuter de cas cliniques, hein, pour introduire certaines épilepsies de l'enfant. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. Je suis là pour vous répondre, bien sûr. Je vais faire un partage d'écran parce que j'ai des vidéos à présenter et c'est plus facile avec le partage écran. D'accord? Est-ce qu'on peut commencer? Dites, faites-moi signe pour commencer le cours. Alors, les épilepsies de l'enfant. Vous avez eu quand même le cours dans le cadre du module de neurologie l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et essayer de voir essentiellement les particularités pédiatriques des épilepsies comme pathologie neurologique. Alors, comme introduction, les particularités et les principales particularités de l'épilepsie à l'âge pédiatrique, nous commençons d'abord par la fréquence. La fréquence très importante de cette pathologie qui touche le cerveau, qui commence dans plus de la moitié des cas dans l'enfance. Donc, c'est une pathologie qui va concerner le pédiatre dans plus que la moitié des épilepsies, tout âge confondu. D'accord? Donc, même une épilepsie est diagnostiquée à l'âge adulte. Si on fait l'interrogatoire, nous allons trouver que le début de crise remonte à l'âge de moins de 15 ans ou de 16 ans selon les définitions. Donc, c'est une pathologie qui commence dans la majorité des cas à l'âge pédiatrique. Elle va concerner un cerveau qui a une particularité qui est en croissance. Nous savons que la croissance en matière anatomique, elle va s'arrêter la deuxième année, maximum la troisième année. مدام الصوت قص. Oui. C'est bon, نسمع مدام. بكري ما كنتوش تسمعوها. ما كناش. من أول الكورة. لين وصلت للبارتي كروسونس قص شوية وبار. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'écran, mais bon.
Je n'ai rien touché en tout cas. Donc, c'est un cerveau qui est en pleine maturation. Il est en même temps fragile à toute agression et en même temps, il a la facilité de générer plus facilement des crises épileptiques, même dans des conditions occasionnelles. Les crises fébriles, les crises symptomatiques de l'hypocalcémie. Donc, toute perturbation de l'homéostasie cérébrale va créer donc une des réactions d'un cerveau pédiatrique et de générer une crise d'épilepsie. Donc, c'est un cerveau qui est hyper excitable. Il fait des crises beaucoup plus facilement qu'un cerveau adulte et en même temps, il est très fragile et ce processus de maturation qui va se continuer jusqu'à l'âge de 20 ans, il va être perturbé à l'occasion de crises notamment prolongées, surtout certaines crises particulièrement. Certaines crises sont dites bénignes et n'ont pas beaucoup d'effet sur ce processus de maturation et d'autres sont par contre avec des effets délétères et parfois définitifs. L'épilepsie est la maladie neurologique qui se soigne le mieux. Quand on voit un encéphalopathe, quand on voit des enfants polyhandicapés, généralement, les soins se limitent à un nursing, des soins qui vont viser le confort du patient, une adaptation au milieu extérieur. Mais quand il s'agit de crises épileptiques, nous avons des médicaments, parfois des régimes, qui ont un effet curatif, carrément curatif sur les crises. Donc, pour certaines crises d'épilepsie, on peut parfaitement les maîtriser par des traitements, que ce soit médicamenteux ou non médicamenteux. Donc, parmi les maladies qui touchent le cerveau, l'épilepsie, c'est la maladie la plus curable, la plus accessible, surtout à un traitement curatif ou même palliatif. La crise d'épilepsie, comme vous le savez, et ça vous l'avez vu l'année dernière, il n'y a pas de changement, elle a la même définition. Il s'agit de manifestations cliniques, donc c'est l'expression clinique d'une décharge intracérébrale, qu'elle soit unilatérale, qu'elle soit bilatérale. Et là, c'est une activation hypersynchrone et excessive avec une amplitude très importante d'un groupe de neurones. Il peut s'agir de tout le cortex cérébral en même temps. Les manifestations cliniques vont être très dépendantes de la partie du cerveau, la fonction de la partie du cerveau qui va décharger. Si la partie est responsable de la motricité, l'expression clinique, ça va être des crises motrices, des mouvements anormaux, notamment cloniques, myocloniques, toniques ou autres. Si cette partie qui décharge a une fonction plutôt émotionnelle ou sensitive, donc il y aura des paresthésies, des manifestations de type sensitive. Si c'est émotionnel, il y aura peut-être des manifestations psychiatriques. Donc, ça dépend, l'expression clinique, elle dépend beaucoup de la fonction de la zone qui décharge. La crise généralisée, elle est très connue et elle est l'expression de l'activation de tout le cortex cérébral en même temps. Avant, on retenait la maladie épileptique, ça c'était la crise d'épilepsie. Elle peut être occasionnelle ou elle fait partie de la maladie, d'une maladie chronique du cerveau qui s'appelle l'épilepsie. Alors, avant les années 2017, il fallait que le malade fasse deux crises séparées, spontanées, sans facteur déclenchant évident, pour sortir du cadre de crise occasionnelle, pour parler d'une épilepsie chronique et de mettre en conséquence les traitements et la prise en charge et l'exploration nécessaires. Actuellement, et depuis 2017, nous avons une définition un peu différente de l'épilepsie. Il s'agit d'une maladie cérébrale chronique qui est caractérisée par une prédisposition durable à générer des crises avec des conséquences neuropsychologiques, neurobiologiques, sociales et psychiatriques. Dans ce cadre, les crises surviennent spontanément. Bien sûr, il s'agit de crises spontanées maintenant sur un terrain de prédisposition durable à générer des crises et je vais vous expliquer comment. Donc, bien sûr, on garde toujours la définition. Quand un enfant ou un patient de façon générale fait deux crises successives spontanées sans facteur déclenchant, ça définit l'épilepsie. Mais en plus de ça, si un malade présente une crise unique épileptique
Et chez lui, on détecte cette condition qui le prédispose à répéter d'autres crises. On le considère d'emblée, dès la première crise, comme épileptique et on agit en conséquence. Je vous explique. Si vous avez un enfant qui est suivi pour une anoxie cérébrale, par exemple, donc il a eu une asphyxie périnatale, il a des lésions au niveau du cerveau et des lésions qui sont épileptogènes. On sait que certaines lésions prédisposent plus à des crises d'épilepsie, notamment les lésions qui touchent le cortex cérébral qui sont les plus épileptogènes. Si un enfant est connu porteur de lésions cérébrales prédisposantes à faire des crises, dès qu'il fasse la première crise, même dans un contexte de fièvre, on considère que c'est un épileptique et on agit en conséquence, donc on met l'enfant sous traitement. On n'attend pas la deuxième crise qui peut être un état de mal convulsif pour commencer un traitement prophylactique anti-épileptique. Vous voyez la nuance? Donc, si vous avez un enfant qui a une condition, cette fois-ci, cet exemple montre une condition anatomique, une lésion cérébrale sous-jacente. ناخذ un autre exemple d'épilepsie non lésionnelle. مثلا مريضنا جاء عمره 10 سنين, il a une crise, première crise, il est hospitalisé pour première crise d'épilepsie. On lui demande un EEG. Cet EEG va montrer un foyer paroxystique de pointe, voilà de pointe onde, voilà d'anomalie paroxystique au niveau temporal droit. Si vous avez ce foyer à l'EEG, ça veut dire que c'est un enfant qui a une activation, un foyer actif au niveau de l'EEG qui prédispose à faire des crises, notamment temporales. À ce moment-là, nous avons le droit de dire que c'est un enfant épileptique. Il a fait une crise, il a un EEG où il y a un foyer paroxystique à une localisation particulière. Donc, on considère d'emblée que c'est un épileptique, on n'attend pas la deuxième crise. On met un traitement anti-épileptique adapté selon sa situation et bien sûr, on va démarrer une enquête étiologique, notamment une imagerie cérébrale dans ce cas. Est-ce que vous voyez? Hein? Faites-moi. Oui, madame. Donc, on avance. La démarche diagnostique devant une épilepsie de l'enfant. Donc, si vous avez un enfant qui consulte ou est hospitalisé pour des crises d'épilepsie, on va voir quelle est la démarche diagnostique à suivre. Alors, la première, bien sûr, étape, c'est de confirmer le caractère épileptique de ces manifestations. برشا يجيو يقول لك ولدي عم في الكريس hospitalisé pour crise. Ça a des médecins, des internes, des résidents hospitalisés pour crise. Si on refait l'interrogatoire, on peut détecter des diagnostics différentiels. Et on redresse le diagnostic et finalement, ce n'était pas des crises d'épilepsie. Donc, la première étape, avant de se lancer dans le bilan étiologique, de faire des imageries cérébrales, de l'EEG, de traitements peut-être très lourds, qui a un retentissement sur le développement, il faut s'assurer du caractère épileptique. On va voir comme ça. Après, si on est sûr que c'est des crises d'épilepsie, il faudra les classer. Donc, il faudra savoir la description. Oui. Madame, comment sont les diagnostics différenciés? Je vais les détailler. C'est les plans. Hein? Je vais vous montrer des diagnostics différentiels de crise d'épilepsie. Si le caractère épileptique est très probable, voilà certain, on va bien sûr essayer de classer la crise pour orienter le traitement et l'exploration. Les crises peuvent être partielles, focales, généralisées, de type clonique, myoclonique. Donc, ça a une importance dans le bilan étiologique et dans la prescription de certains médicaments. Si la crise est bien classée, il faut l'intégrer dans une maladie épileptique. La maladie épileptique, ça sous-entend la présence de crise et d'autres conditions. Fihom l'EEG, fihom l'IRM cérébral, fihom le développement psychomoteur. Donc, ils ont les éléments cliniques et paracliniques pour l'intégrer dans une maladie épileptique ou le syndrome épileptique. Et bien sûr, l'étape finale, c'est de prescrire un traitement, de dresser un protocole thérapeutique, le traitement médical, mais aussi d'autres volets de prise en charge scolaire, d'intégration professionnelle, c'est une prise en charge qui est globale.
Bien sûr, on insiste sur le traitement médicamenteux, mais des fois, il n'y a pas de médicaments à prescrire et on traite par des régimes, bien sûr, sans oublier le travail social, de rééducation motrice, orthophonique, d'intégration sociale, professionnelle, scolaire, donc tout ça, avec, bien sûr, sans oublier la famille, les parents, l'annonce du diagnostic, du pronostic, de l'avenir de cet enfant. Bien sûr, c'est un travail d'accompagnement qui va arriver jusqu'à l'âge adulte, soit que le malade il est plus ou moins guéri, soit que le malade il est adressé dans un service d'adulte. Donc la première étape, c'est le diagnostic. Oui, ça m'a مشكلة وين. Je vous écoute. شبيه الصوت. يمشي ويجي. هذا البيسي نتاع الفاكولتي يعني ما مسيتش راه معناها جو ني توشي اوكان بوطون. توا تسمع ولا؟ هو نسمع بكري هرب ما نعرفش كانني ولا. Je ne sais pas. Tout le monde a la même remarque. أنا قاعدة عاملة partage. لذلك أنت سبا الصوت. Donc, le diagnostic différentiel pour dire que la manifestation, la plainte du patient, est-ce qu'elle correspond vraiment à de l'épilepsie? Bien sûr, retenir le diagnostic, ça repose sur l'interrogatoire, sur la description et surtout, actuellement, tout le monde a des portables, tout le monde peut enregistrer. Le mieux, c'est d'avoir un enregistrement de crise pour, bien sûr, l'interprétation des parents. Le père, voilà, ceux qui assistent à la crise, ils vont décrire avec beaucoup d'émotion. Ils vont décrire ce qu'ils ont vu et surtout influencés par leur interprétation. Donc, le mieux, c'est d'avoir des vidéos, qu'elles soient enregistrées dans les structures hospitalières ou si le patient, voilà, le parent arrive à enregistrer la crise de son enfant. Le plus important, c'est de noter ce que les parents disent. Voilà, ce qu'on voit sur les vidéos par des mots simples. Mais la myoclonie, la clonie, la partielle, la hatchay. Le malade ne paraît pas conscient, il regarde vers la droite, il fait des mouvements réguliers par la main gauche ou la main droite. Le mieux, c'est de décrire avec des mots simples. Et tu vas décrire la crise. D'accord? Donc, essayez de ne pas donner des mots techniques parce que ça sera définitif. Et c'est possible que ça soit faux. Hein? Il faut toujours utiliser les mots simples, tels qu'on a vu sur la vidéo, tels que le parent a décrit. C'est notre devoir d'analyser l'ensemble selon le contexte clinique, selon les données des examens complémentaires pour interpréter. Alors, les diagnostics différentiels, نرجع للسؤال اللي قال لي ثم حاجات هي تظهر كأن كريز وما هيش كريز نقول لك ثم كيما لي تريمولاسيون شي لو نوفوني الصغير لو نوفوني كي يبدا يبكي généralement le montant تاعو يبدا يرعش. Donc c'est des mouvements comme des tremblements du menton. Généralement ça apparaît au niveau des pleurs. D'accord? C'est une caractéristique qui est retrouvée chez les nouveau-nés, les petits nourrissons. ساعات لما تجي تقول لك المونطون تاعو يرعش لحيته ترعش هو يعمل في الكريز alors que ce n'est pas du tout une crise. D'autres mouvements aussi peuvent كيما الصغير trémulant معناها التريمولation au niveau du menton ou au niveau des membres, des extrémités. Comment faire la différence? Un astuce pratique. Quand on maintient le membre ou on maintient le menton, le mouvement va s'arrêter. Si le mouvement va s'arrêter, on maintient à la contention, ça veut dire que ce n'est pas des mouvements d'origine épileptique. D'accord? Donc, si on tient le membre qui tremble, elle a le menton et on essaye d'arrêter le mouvement, il s'arrête, ça veut dire que ce n'est pas épileptique. Les mouvements d'origine épileptique, on ne peut pas les arrêter ni par la contention, ni par le maintien. C'est des mouvements qui sont d'origine cérébrale, non volontaire. Personne ne peut les arrêter. N'essayez surtout pas d'arrêter la crise. Ça ne va pas s'arrêter, sauf avec un médicament qui s'appelle le Valium. D'accord? لا تحاول تشد له دي، لا تشد له ساقيه، لا حتى شيء. Les spasmes de sanglots. شنو هما les spasmes de sanglots؟ هي الفحمة. فما صغيرات qui sont très nerveux, d'un caractère qui est un peu difficile. أنت تحطهم en situation de contrariété، تفك لهم لعبة من يديهم، ولا يقول لك أعطيني وما تعطيش شيء. يتنرفز، يفحم carrément. Donc il va pousser un cri. ديما بكية. Il va pousser un cri.
jusqu'à arrêter sa respiration. Donc يعيطك العيطة وبعد يقف il bloque sa respiration jusqu'à la cyanose. En bas, il reprend une respiration normale. Donc, le spasme de sanglot, c'est le facteur déclenchant, il est retrouvé, il est évident, c'est une contrariété, c'est un caractère, un trait de caractère très particulier, c'est des enfants qui sont très difficiles, qui sont nerveux, et c'est des manifestations où il n'y a pas vraiment de mouvements anormaux. Donc, l'enfant pousse un cri, il va bloquer sa respiration, puisqu'il a bloqué sa respiration, il est en apnée, on va il reprend comme rien n'était passé, ou il reprend en pleurant. Il pousse un cri, بعد يفهم وبعد يولي يرجع يبكي معناها. Donc في وسط البكية تجي. Ce n'est pas des crises d'épilepsie, malgré que certains, dans de rares cas, certains spasmes de sanglots se terminent. Quand la cyanose se prolonge, l'hypoxémie se prolonge, l'hypoxémie cérébrale peut donner des crises, des vraies crises convulsives d'épilepsie, mais c'est vraiment des cas qui sont très rares. D'accord? Donc, le phénomène initial, c'est un spasme de sanglots. نقولوها بالدارجه. لو سندروم دو سون ديفير، لو سندروم دو سون ديفير هما الصغار اللي يبداو يتلواو بالوجيعه، معناها فما ان رفلو غاسترو ازوفاجيان كومبليكي d'œsophagite peptique. L'œsophagite peptique est très douloureuse, donc c'est une douleur atroce qui va donner une attitude صغير يبدا يابس بكله، دونك راسو التالي ويابس كانه ان كريز تونيك وهو موجوع. Généralement, le contact, il est conservé, il reste conscient, il n'est pas en rupture de contact, ou il peut pleurer. Donc, c'est un mouvement dans tout le corps, c'est un mouvement tonique de tout le corps qui n'est que l'expression de la douleur qu'il ressent à cause de ce reflux gastro-œsophagien compliqué d'œsophagite peptique. Voilà les trois principaux, les plus fréquemment retrouvées manifestations qui peuvent ressembler à des crises d'épilepsie, mais qui ne sont pas vraiment d'origine épileptique et ce n'est pas, c'est des diagnostics différentiels de crise d'épilepsie. D'autres sont plus rares, كيما مثلا الكريز بسيكوجين دو لادوليسون. ساعات البنيه يجيبوها يقول لك اون كريز وتجيبها السامي وتجيبها الحمايه، طفله اون كريز عمرها 12 عام في القسم ما يراوها كان شيء طاحت تتسكك يقول لك اون كريز وتجيبها لك الحمايه وترميها لك في اليورجونس. سي اون كريز épileptique entre parenthèses. Généralement, pour faire la différence, il faut vraiment chercher, surtout que les cas psychogènes. Généralement, les adolescents, ils miment très bien les crises d'épilepsie. Donc, des fois, on tombe dans le piège. Même au stade de résidana, nous sommes tombés dans le piège de certains adolescents qui font des crises H, la crise d'hystérie, et qui ressemblent beaucoup à une crise d'épilepsie. Certains éléments sémiologiques vont faire la différence. Le caractère paroxystique à début et fin brusque est très, très important. ما فماش une condition particulière qui favorise la crise, et la crise va s'arrêter sans مش وقت انت تعملي لها زريقه ولا وقت لا انت تشدها من يدها ولا non, c'est un début et fin brusque totalement imprévisible, et généralement c'est des crises qui apparaissent à toutes conditions, sauf pour certains types de crises très particuliers comme le photosensible ou d'autres crises. Mais là, c'est très, très connu. Donc, le caractère paroxystique, son facteur déclenchant est très important en faveur de l'épilepsie. La durée très brève. إذا كان أنت جابوا لك صغير يسكك من اللي هو في القسم يسكك وفي الترانسبور يسكك وهو في الأورجانس والطبيب مازال ما جاش وهو يسكك ويقعد 3/4 نتاع الساعه يسكك ومن بعد انت تحط له سيروم فيزيولوجيك ويقوم كان ولا صار. Ça c'est contre le caractère épileptique. Généralement la crise d'épilepsie en dehors de l'état de mal convulsif, c'est une crise qui est brève, de quelques secondes à quelques minutes. Quand ça se prolonge plus que 15 minutes, c'est un état de mal convulsif, et les états de mal convulsif donnent un état réanimatoire. معناها يعطي un coma profond, يعطي un enfant qui va être mis directement au milieu de réanimation. معناها صغير إذا كان يسكك مدة 3/4 ساعة مستحيل يقوم كأنه ولا صار حتى شيء.
un coma post-critique, un déficit post-critique. Donc, c'est important. La phase post-critique aussi est importante. La durée très prolongée, surtout à l'arrêt, reprise, atteinte grande et contre l'épilepsie. La répétition de façon stéréotypée, quand l'enfant fait toujours des crises du même côté, le même membre, elle regarde le même côté avec déviation, ou elle a dima des spasmes, ou elle a dima des clonies du même hémicorps, c'est en faveur de l'épilepsie. إذا كان واحدة مرة تسكك لك على اليمين ومرة تسكك لك على اليسار وأنت تتلفت مش جيت تعمل لها البيلان وهي تعاود ترعش تقيها زوز من اللوطة, ça c'est contre l'épilepsie. Donc généralement quand ça se répète les crises épileptiques, ça se répète de la même façon. Et c'est l'expression d'une décharge au niveau de la partie malade du cerveau. Donc, généralement, ça se répète de la même façon avec la même sémiologie. La perte du contact, l'amnésie post-critique ou l'obnubilation, tous sont en faveur de la crise généralisée. Donc, en faveur d'une crise d'épilepsie, non seulement de la crise d'épilepsie, mais de la crise généralisée. Une fois éliminés les diagnostics différentiels, on a retenu la crise, la manifestation présentée par le patient correspond effectivement à une crise d'épilepsie. Et on a fait la description, un diagnostic différentiel. Il faut classer la crise. Donc, est-ce que nous sommes devant une crise focale? Focale, qui intéresse une seule partie du cerveau, ou alors une crise généralisée. Si nous sommes forts en sémiologie, nous pouvons dire dès la clinique que c'est une crise focale qui intéresse la zone motrice frontale, qui intéresse la zone temporale avec des automatismes. Vous avez vu ça l'année dernière sur le cours de l'épilepsie de la neurologie. Il y a des crises frontales caractéristiques, il y a des spasmes infantiles. Donc, de la sémiologie, on peut caractériser et classer la crise d'épilepsie. Si on a des difficultés, il faut toujours s'aider par un enregistrement électroencéphalographique. Le mieux, c'est d'enregistrer une crise pour avoir la décharge carrément au moment de la crise. Mais nous n'avons pas toujours cette possibilité. Mais je dis, la possibilité, c'est possible quand les crises sont très fréquentes. Plusieurs dans la journée, après le réveil, voilà, dans des conditions particulières, on peut provoquer. Mais quand la crise survient une fois tous les mois, voilà, toutes les 2 semaines, c'est difficile de tomber sur la crise au cours de l'enregistrement, surtout si c'est imprévisible, bien sûr. À la fin de cette étape, on va essayer de se mettre dans une rubrique, soit une crise épileptique à départ focal. Une crise à départ focal, elle peut diffuser étoile bilatérale. Mais je dis ma bilatérale ou bilatérale, bien sûr. Amal focal, mais je ضروري تقعد focal. Ou ساعات le début focal, il passe inaperçu si on fait pas attention, que ce soit à l'interrogatoire ou sur la vidéo ou même en regardant, en assistant à la crise. Donc, on peut avoir un début focal et très rapidement, la crise diffuse des 2 côtés, étoile généralisée. Ou la bilatérale, nous avons tendance à dire bilatéral, on peut généraliser. On peut bilatéral, donc ça intéresse les 2 hémisphères cérébraux. On précise, s'il y a une altération du contact au cours de la crise, il y a des crises avec altération de l'état de conscience, du contact, ou des crises sans altération, il y a des crises motrices pures, où l'état de conscience reste conservé. Crise d'hystérie. D'accord? C'est des vraies crises motrices sans altération de l'état de conscience. On crise complexe ou crise simple. On parle de crise avec altération de conscience, crise sans altération de conscience. Il vaut mieux être descriptif et décrire tel qu'on a vécu, tel qu'on a regardé la crise. Juste comme rappel, le terme de crise généralisée ou bilatérale, il est réservé aux crises qui engagent très rapidement ou en même temps les 2 hémisphères cérébraux. Donc, la décharge, elle intéresse les 2 hémisphères cérébraux, droite et gauche. Dans la majorité des cas, il y a une altération de l'état de conscience. L'altération d'état de conscience, la miction, l'obnubulation, les céphalées, le coma post-critique, généralement, ça caractérise les crises généralisées. Elles peuvent être motrices avec des mouvements des 4 membres et de la tête. Et ils peuvent être aussi ces crises non motrices. L'exemple type, c'est les crises d'absence. Les crises d'absence sont des crises généralisées
Si on les enregistre, on va trouver des anomalies diffuses au niveau des deux hémisphères cérébraux à type de pointe onde, vous connaissez ça aussi, et il n'y a pas de mouvement. En tout cas, dans la majorité des cas, certaines crises d'absence sont associées à des clignements des yeux, à certains automatismes. Mais généralement, la crise d'absence, c'est une simple rupture du contact, sans mouvement moteur. Et pourtant, c'est une crise généralisée. C'est un type particulier de crise généralisée. Les crises focales sont des crises qui naissent où la décharge naît dans une région précise, d'un côté du cerveau, droite ou à la gauche, des fois multifocales, multifocales. Elles peuvent se propager à d'autres régions, au niveau d'une certaine région de lobe, par exemple temporaire, en bas, elle peut diffuser vers les zones avoisinantes. Il y a une progression clinique logique. ما يجيش مريض يبدا une crise au niveau du temporal droit ويعمل une diffusion في الفرونتال contralatéral والا في l'occipital contralatéral. معناها généralement quand ça diffuse progressivement vers les zones par contiguïté vers les zones adjacentes. Donc les manifestations qui vont apparaître au fur et à mesure au moment de la crise vont exprimer la décharge initiale au niveau de la zone initiale, de la focalisation initiale, et l'expression clinique qui va, le tableau, la crise va s'enrichir avec des symptômes qui expriment les zones intéressées par la décharge au fur et à mesure de la diffusion. Là aussi, la crise focale peut être motrice, comme elle peut être émotionnelle, sensitive. Les manifestations traduisent la fonction de la région concernée. Si c'est une zone motrice, ça va manifester par des manifestations motrices. Si la zone elle est sensitive, c'est des paresthésies, des manifestations sensitives. Ça peut être émotionnel, psychiatrique. Donc, les manifestations sont dépendantes de la zone touchée par la décharge. Si vous voulez, on discute d'un cas clinique. Une fille âgée de 18 mois, sans antécédents particuliers, elle est hospitalisée, elle a un développement normal, elle est hospitalisée sa deuxième année de vie, mais elle présente depuis l'âge de 6 mois des épisodes répétitifs, donc des épisodes répétitifs qui se répètent de la même façon, sans horaire fixe, à raison de 2 à 3 fois par jour. Ces épisodes durent 2 à 3 minutes maximum avec une somnolence après les manifestations. On va voir la première vidéo et vous allez me dire la démarche du diagnostic. On va voir si c'est épileptique ou elle est. Et si la crise d'épilepsie, on va essayer de la caser. Et de la mettre dans une rubrique particulière. Qu'est-ce que vous voyez? Pour ceux qui sont avec moi, qui suivent le cours, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que l'enfant paraît conscient? Dites oui ou non. Comme une perte de contact. Il y a une perte de contact. Les yeux, le regard, il est fixé d'un seul côté. Donc, il y a une déviation du regard et des yeux vers un côté. L'enfant ne paraît pas conscient. Est-ce qu'elle fait des mouvements anormaux? Est-ce qu'elle fait des mouvements anormaux? Est-ce qu'il y a des manifestations motrices? Est-ce que vous voyez des manifestations motrices? Regardez bien. Un clignement des yeux. Un clignement des yeux. Au niveau de la face, au niveau de la commissure labiale. Au niveau de la bouche. Au niveau de la bouche, Sahid. Donc, il y a des mouvements. Est-ce que ça intéresse tout le visage ou une seule partie du visage? Est-ce que c'est à droite, c'est à gauche, d'après vous? Tout le visage. Alors, il y a des mouvements de la commissure labiale, surtout du côté droit. Donc, l'enfant regarde vers la droite, supposé sa lésion, et bien sûr, elle fait des clonies de l'hémiface et de la déviation, des déviations de la commissure labiale du côté droit. D'accord? Donc, c'est un enfant qui regarde vers la droite et qui fait des mouvements réguliers, des clonies au niveau de l'hémiface du côté
droit. Il y a une perte de contact et à la fin de la crise, il y a de la salive qui va s'écouler. Donc, elle a perdu le réflexe de déglutition. Vous voyez la salive qui stagne au niveau de la bouche. Il a fallu mettre l'enfant sur le côté en position PLS, au moins pour éviter qu'elle fasse une fausse route. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette crise? C'est une crise épileptique vraie ou alors c'est une manifestation non épileptique, d'après vous? Hein? Est-ce qu'il y a un doute sur le caractère épileptique? Manish Nesma. Normalement, crise vraie. C'est une crise. Donc, elle se répète de la même façon. L'interrogatoire, elle se répète de la même façon depuis 6 mois. Il n'y a pas de facteur déclenchant évident. Elle est de durée brève, 2 à 3 minutes, avec une somnolence post-critique. Et quand on regarde la crise, il y a une perte de contact, il y a une déviation des yeux et du regard avec une fixité du regard vers la droite. Il y a des mouvements, des mouvements réguliers de la commissure labiale et de l'hémiface de la joue au niveau droit, à droite. D'accord? Donc, toute la sémiologie, elle est en faveur de la crise épileptique. Elle est de quel type, si on veut la caser, cette crise d'épilepsie? Est-ce qu'elle est focale ou généralisée ou bilatérale? Elle est focale, d'accord. Elle est focale avec perte de contact, avec des manifestations motrices de type clonie de la commissure labiale, de l'hémiface à droite et des clignements des yeux. Voilà. Donc, c'est suffisant de décrire de cette façon la crise épileptique, de dire qu'elle est focale, motrice, avec déviation des yeux, fixité de regard et perte du contact, et qui intéresse le côté droit. Oui, Nesma Fik. Nesma Fik. Madame, oui. Les mouvements cloniques, qui fait on les définit? Alors, les mouvements cloniques sont des mouvements réguliers. Généralement, c'est rapide et régulier. C'est contre les myoclonies, parce que les myoclonies sont des mouvements brusques sans rythmicité. D'accord? Les myoclonies sont des mouvements brusques, imprévisibles, sans caractère répétitif stéréotypé, sans rythme, sans rythmicité évidente. D'accord? On parle des myoclonies erratiques. D'accord? Quand on fait l'EEG de cette patiente, donc, on trouve la présence d'anomalies focales au niveau du lobe temporal, hein, et qui diffuse vers la région centrale gauche. Donc, nous avons l'histoire clinique, l'interrogatoire, nous avons la vidéo de la crise et nous avons l'EEG qui confirme le caractère focal et nous avons un foyer temporal gauche qui diffuse vers la région centrale gauche. Donc, si on regarde les 2 premières étapes de la démarche diagnostique, il s'agit effectivement de crise d'épilepsie de type motrice avec altération de l'état de conscience. L'hémichord droit, je vais vous le montrer dans la deuxième vidéo. J'ai oublié de vous montrer la deuxième vidéo. Voilà Shadia dans une crise beaucoup plus intense, beaucoup plus forte. C'est la même patiente qui fait une crise. Voilà. Donc, c'est un enfant qui était en train de boire son biberon. Elle fait un accès tonique du bras droit. Au début, elle regardait vers le côté droit. Et par la suite, des mouvements cloniques qui diffusent même de l'autre côté. وبعد ترتاح ترجع le contact visuel يرجع le comportement يرجع et elle va répéter encore et encore des crises à raison de plusieurs par jour. Alors, si on revient
si on marche diagnostique, donc il s'agit vraiment de crises de nature épileptique, elles sont focales, elles concordent avec les résultats de l'EEG qui montrent des signes de focalisation. La troisième étape, c'est la recherche étiologique. Pourquoi cet enfant fait des crises d'épilepsie? Alors, comme toute démarche diagnostique en médecine, elle commence toujours par l'étape clinique. Donc, il y a toujours une enquête clinique, une histoire clinique qui, elle, va orienter la demande des examens complémentaires et le maître examen complémentaire, c'est l'IRM cérébral qu'on demande dans cette pathologie-là. Mais il y a toujours une enquête clinique qui doit venir au premier. Alors, cette enquête clinique va comporter une histoire familiale, une histoire personnelle, l'histoire de l'épilepsie, il y a l'histoire du patient et l'histoire de l'épilepsie. Donc, les antécédents familiaux de maladies neurologiques, de maladies épileptiques. Si l'enfant a eu un événement particulier à la période néonatale, notamment une naissance difficile, une asphyxie périnatale, la qualité du développement psychomoteur, s'il a eu un accident de la voie publique, s'il a eu une agression, une intoxication au CO, par exemple, s'il a eu une méningite, surtout si elle est précoce ou elle a pneumocoque, il va laisser des séquelles qui sont pourvoyeurs de générer des crises d'épilepsie. Donc, l'histoire personnelle et familiale de maladies qui atteignent le cerveau, le système nerveux de façon générale. L'âge du début des crises, si on regarde l'histoire des crises d'épilepsie, il faut regarder depuis quand l'enfant fait des crises. Quel type de crise? Est-ce que c'est toujours le même type de crise qui se répète ou il y a plusieurs types qui sont associés chez le même malade? La fréquence, est-ce que ça survient une fois par jour, plusieurs par jour, ou une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois? Est-ce qu'il y a une relation particulière avec le sommeil? Est-ce que c'est des crises qui surviennent à l'endormissement, au réveil, au petit matin? L'existence de facteurs favorisants. Il y a des crises qui sont favorisées par certaines fréquences lumineuses. C'est des crises de symptômes photosensibles. Il y a aussi l'hyperpnée. Donc, certaines crises se déclenchent quand on fait une respiration accélérée. C'est les crises d'absence, essentiellement. Et quand on fait un électroencéphalogramme, il faut toujours terminer par les épreuves de stimulation. Donc, il faut toujours mettre l'enfant dans des situations qui peuvent favoriser la survenue de certaines crises. Et les 2 manœuvres de stimulation les plus importantes sont l'hyperpnée et la stimulation lumineuse intermittente pour démasquer certaines crises qui n'apparaissent que dans ces conditions-là. Est-ce qu'il y a d'autres manifestations neurologiques de type déficit moteur, une ataxie, un déséquilibre, une déficience intellectuelle? Extra-neurologique, est-ce qu'il y a une atteinte viscérale? Est-ce que le malade est déjà porteur d'une cardiopathie, d'une maladie rénale? Est-ce qu'il y a des malformations de la peau? Donc, toute manifestation neurologique ou extra-neurologique doit être relevée et c'est toujours dans le sens orienter l'enquête étiologique. Bien sûr, l'EEG est un examen clé dans l'exploration de crises d'épilepsie. Après cette histoire clinique, nous allons demander des examens complémentaires si nous avons une histoire héréditaire très importante, avec une viscéromégalie, avec une régression. Nous sommes orientés vers une maladie métabolique. On va réaliser en premier le bilan métabolique avec l'IRM cérébral. S'il y a une dysmorphie faciale avec plusieurs malformations, surtout malformations des orteils, malformations du visage, une dysmorphie faciale évidente, une microcéphalie, nous sommes orientés plus vers les anomalies chromosomiques et les anomalies génétiques. Donc, l'IRM cérébral et l'EEG sont des examens clés dans la majorité des cas. Nous allons voir, il y a des cas rares où on n'a pas besoin d'IRM cérébral. Et bien sûr, l'examen physique et l'histoire familiale et personnelle va orienter le reste du bilan, qu'il soit orienté vers la génétique, vers le métabolique, ou d'autres examens biologiques. Je me connais un neuro-B7. Je me connais un lupus avec des manifestations cérébrales, une vascularite cérébrale, je me connais des manifestations neurologiques, comme on l'a fait chez un récent patient qui est atteint de HIV. Un enfant vient pour des troubles de la conscience, des signes méningés, une crise d'épilepsie. On trouve une infection parasitaire du système nerveux central et par ce biais, on tombe sur une infection à VIH. Donc,
l'examen doit être toujours, les examens complémentaires doivent être toujours orientés par l'examen physique, l'histoire familiale et personnelle associée aux données de l'EEG et de l'IRM cérébral. Bien sûr, à la fin de cette enquête, nous allons nous retrouver dans une ou plusieurs de ces étiologies. Étiologie structurelle, il y a une anomalie anatomique au niveau du cerveau, retrouvée sur l'IRM cérébral, génétique, infectieuse, post-méningite, post-encéphalite, herpétique par exemple, une origine métabolique, une origine vasculaire, auto-immune, les vascularites de façon générale, ou inconnue. Il faut savoir que deux peuvent être associés. مثلا, une origine infectieuse, مريض يعمل une méningite à pneumocoque, compliquée d'un OPM ou d'un abcès du cerveau. Il va garder une anatomie pathologique, il va garder une gliose et une atrophie cérébrale, voilà, des séquelles de cet abcès, voilà, de cet OPM. C'est une anomalie structurelle, mais qui est liée à une origine infectieuse au départ. Donc, structurelle ou infectieuse sont deux qui peuvent intéresser le même malade. D'accord? Il y a certaines causes génétiques qui donnent des malformations cérébrales, une agénésie du corps calleux d'origine génétique, structurelle ou l'origine génétique. Donc, on peut avoir une ou plusieurs de ces rubriques associées chez le même malade. Quand on fait une IRM chez Shedia, on va trouver cette grosse anomalie du ruban cortical à ce niveau-là, hein, qui est du côté gauche, concordante avec la localisation du foyer EEG du côté gauche et de la crise qui commence toujours par le côté droit, l'hémicorporel droit. Donc, chez notre patiente Shedia, il s'agit de crise d'épilepsie, de type focal avec altération de l'état de conscience, d'origine essentiellement temporale à l'EEG avec une diffusion dans la région centrale qui concorde avec une lésion qui correspond à une anomalie malformative du ruban cortical, une dysplasie corticale étendue à ce niveau-là. Et donc, c'est une cause structurelle chez cet enfant. Au cours de l'évolution, bien sûr, on a mis des traitements et tout. Quand on a fait l'arbre généalogique, c'est un enfant, on a trouvé beaucoup de cousins atteints. Et quand on fait le test génétique, on trouve un support génétique familial sous-jacent qui lui-même favorise la survenue de cette dysplasie corticale, le tout responsable de l'épilepsie. Donc, vous voyez, pour vous dire que la cause génétique et la cause structurelle peuvent être présentes chez le même malade. Donc, l'anomalie structurelle peut elle-même être d'origine génétique, métabolique ou autre. D'accord? Alors, la cinquième étape, bien sûr, à partir du moment où notre étiquette diagnostique elle est faite, nous allons pouvoir appeler cette maladie ou l'intégrer dans un syndrome X qui est connu par son pronostic, si traitement spécifique ou autre. Donc, le syndrome, je vous rappelle que c'est l'association non fortuite d'un certain nombre d'éléments cliniques et paracliniques. Le traitement, la décision du traitement, elle va dépendre surtout de la crise d'épilepsie. Donc, chaque crise a un traitement qui marche le plus, ou des traitements qui marchent le plus avec ce type particulier de crise. Les absents sont très sensibles à certains médicaments. Les myoclonies sont sensibles à certains médicaments et qui s'aggravent surtout avec d'autres. Donc, il y a des médicaments qu'il faut privilégier et des médicaments qu'il faut éviter. Donc, le type de crise est très important. Le syndrome aussi épileptique est important parce qu'il a aussi certains traitements qui sont spécifiques, hein, qui sont privilégiés, qui marchent le mieux, et certains syndromes épileptiques contre-indiquent certaines médications. Donc, il faut faire attention, et c'est ça, il faut faire le bon diagnostic de crise et le bon diagnostic de syndrome épileptique pour ne pas tomber dans les erreurs de prescription et les erreurs d'annonce, diagnostic, pronostic, et bien sûr les erreurs de prescription de médicaments qui peuvent aggraver une situation qui est déjà assez sévère.
La comorbidité est très importante à préciser, notamment du développement neurologique, qu'il soit moteur ou intellectuel. Des fois, nous avons une atteinte extra-neurologique aussi qui peut être très importante, notamment dans les maladies métaboliques. Nous passons pour Shadia, nous avons donné certains médicaments. Elle est très déséquilibrée. Elle est en France pour bénéficier d'un traitement chirurgical éventuellement. Je vais vous parler de quelques syndromes épileptiques qui sont spécifiques de l'enfant, parce que vous ne risquez pas de les voir avec les adultes. Peut-être selon le temps, on va se contenter de deux ou trois syndromes épileptiques qui sont fréquemment retrouvés, mais surtout qui sont spécifiques de l'âge pédiatrique. Nous allons commencer par cette vidéo. Vous allez observer avec moi. Donc, c'est une fille, je ne sais pas, la qualité de la vidéo n'est pas très bonne. C'est une fille qui est en train de respirer. Donc, c'est une fille qui fait plusieurs épisodes de perte de contact, plusieurs fois dans la journée, plusieurs. Et c'est des épisodes qui sont constatés à l'école, qui sont constatés à maison. C'est un enfant qui est en train de faire une activité particulière, elle arrête brusquement, quelques secondes, elle reprend comme si rien n'était passé. Alors, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Les épisodes, les crises d'absence. Donc, c'est des épisodes de perte de contact. Et si on essaie de les provoquer par l'hyperpnée, كيفاش نعملوها l'hyperpnée عند الصغار؟ تقولها انفخ قدامني عوره ولا حاجه كي من هكا. Donc, انفخ تعطيها une motivation انفخ pour déclencher cette crise d'absence. La crise d'absence, c'est vraiment un enfant qui va arrêter l'activité en cours. Je vois qu'elle va arrêter de souffler sur l'objet. Voilà, elle arrête. Vous voyez la décharge en parallèle au niveau de l'EEG. Ça va s'arrêter. ترجع تنفخ comme si rien n'était passé. Donc, c'est une crise d'absence. La crise d'absence, c'est une forme bénigne d'épilepsie qui va représenter 5 à 10% des épilepsies de l'enfant de façon générale. Elle a un âge moyen de survenue d'âge scolaire, généralement première année, c'est à l'entrée de la scolarité, généralement mais elle peut commencer un peu plus tôt ou un peu plus tard, de 3 à 13 ans comme extrême d'âge. Les filles semblent être plus touchées que le garçon. Donc, c'est une épilepsie, entre parenthèses, bénigne, même si ça survient à plusieurs reprises par jour avec un retentissement scolaire au début. C'est bénin parce que c'est très sensible à un traitement et ça va guérir de toute façon avec l'âge. On trouve des antécédents familiaux d'épilepsie dans 15 à 30% des cas, ce qui suggère un support génétique familial, et le diagnostic ne peut être retenu que si on enregistre cette absence clinique associée à une décharge à l'EEG qui est très spécifique et qui est faite par des pointes ondes de 3 Hz. 3 Hz, بين السكوندة والسكوندة. Vous avez ici une seconde, il y a 3 pointes et 3 ondes. Donc, 3 pointes ondes par seconde, nous avons une fréquence à 3 Hz. Si nous avons des crises d'absence typiques sur un développement normal, surtout s'il s'agit d'une fille avec cet enregistrement particulier, surtout déclenché par l'hyperpnée, nous avons le droit de retenir le diagnostic d'épilepsie absence ou épilepsie petit mal et de commencer un traitement. Nous avons aussi le droit de ne pas demander d'imagerie cérébrale parce qu'on sait que toutes les IRM, si on les fait chez ces patients, sont normales, à moins qu'il y ait des signes d'atypie. Il y a des absences atypiques qui sont l'équivalent de crise partielle finalement. Non, l'absence typique, telle qu'elle a été décrite comme un enfant tout à fait normal,
qui fait des pertes de contact, sans autre type de crise associée, avec un EEG typique à 3 Hz de pointe onde, nous avons le droit de retenir l'épilepsie absence typique, je dis bien typique, et de ne pas faire l'IRM cérébrale parce qu'on sait qu'elle va être normale de toutes les façons. On sait qu'il n'y a pas de support anatomique à l'IRM cérébrale et on va directement mettre le traitement anti-épileptique. Le traitement de choix spécifique des absences, c'est le Zarantan, mais le Zarantan n'existe pas en Tunisie. C'est un traitement qui va arrêter très rapidement les absences et c'est une épilepsie qui va guérir sans laisser de séquelles. Ici, nous avons la dépakine et pour ceux qui ne répondent pas à la dépakine, nous avons le lamictal. Un deuxième type de crise, c'est les crises d'épilepsie ou qui appartiennent à l'épilepsie à pointe centro-temporale. Je vais vous montrer la vidéo. Alors, elle est où le PR? Je pense que je n'ai pas ici de PR. Donc, c'est une crise qui va intéresser généralement les enfants du même tranche d'âge que l'épilepsie absence, de 3 à 13 ans, avec un pic à 9 ans, à 6 ans, un peu plus précoce. Elle survient chez des enfants qui sont habituellement normaux, avec un développement neurologique qui est strictement normal. C'est l'épilepsie pratiquement bénigne et la plus fréquente, qui débute à l'âge pédiatrique. Et les crises ont beaucoup de rapport avec le passage d'un état de réveil à la somnolence, pendant l'endormissement ou le matin au réveil. Donc, il y a cette phase de passage entre l'état de veille, de changement d'état de veille, que ce soit de l'éveil vers le sommeil, la phase d'endormissement, ou au cours du réveil, même le sommeil, quand on passe à l'état d'éveil. Donc, c'est ce changement qui est l'horaire privilégié de survenue de ces crises. Sur le plan sémiologique, ce sont des crises qui sont focales, motrices, qui intéressent essentiellement la bouche, la déviation de la commissure labiale, l'hémiphase homolatéral. Des fois, ça diffuse au niveau du membre supérieur et dans de rares cas vers l'hémicorps et dans des cas encore plus rares à une généralisation secondaire. Donc, généralement, dans la majorité des cas, c'est des crises orofaciales, donc déviation de la bouche avec des clonies de l'hémiphase du même côté sans perte de contact. Généralement, c'est des crises qui sont motrices pures. Des fois, la crise peut diffuser vers la zone motrice du membre supérieur, brachiofacial, des fois hémicorporel ou même bilatéral. Généralement, l'horaire de survenue, il est caractéristique. La répétition des crises, ça survient chez des enfants normaux d'âge scolaire de 3 à 13 ans, généralement deuxième année, troisième année, quatrième année primaire, mais qui m'a dit comme ça peut survenir plus précocement ou plus tardivement. Les crises sont généralement peu nombreuses, mais ce qui m'a fait les crises d'absence. Les crises d'absence, on peut atteindre 100 dans la journée, 100 crises dans le jour. Ça reste bénin, ça répond très rapidement au traitement, mais c'est très nombreux, les crises d'absence. Le PR, les crises à paroxysme centrotemporal ou à pointe centrotemporale, c'est des crises qui sont peu fréquentes généralement. Et quand l'intervalle il est prolongé de plusieurs mois, on ne met pas de traitement anti-épileptique pour les empêcher parce que si on va peser le pour et le contre d'un traitement qui va être prescrit tous les jours, un traitement anti-épileptique avec tous ses effets secondaires, la survenue d'une crise tous les 3 ou les 4 ou les 6 mois, motrice focale qui survient généralement à l'endormissement ou au réveil, donc à la maison, devant les parents. Généralement, on ne met pas de traitement anti-épileptique. Dans des cas particuliers, si les crises sont très fréquentes, si elles sont hémicorporelles, si elles bilatéralisent très rapidement,
وقتها نحطوا un traitement. Généralement, c'est la dépakine qui est le traitement le plus utilisé. D'autres actuellement, avec les effets secondaires de la dépakine, avec la disponibilité d'autres molécules de nouvelle génération, on peut utiliser d'autres molécules, mais la dépakine reste le traitement de première intention en Tunisie. Donc, ici, c'est le cas d'une petite fille. Je pense qu'on va faire ce cas clinique, ce syndrome et s'arrêter. Donc, une petite fille âgée de 6 mois, elle a eu une asphyxie périnatale. Donc, au cours de la naissance, elle a fait une souffrance neurologique et elle a gardé des séquelles psychomoteurs. Depuis l'âge de 6 mois, elle va commencer à faire des mouvements brusques le matin au réveil. C'est des secousses qui vont se répéter plusieurs fois, 5 à 15 à peu près, puis s'arrêter spontanément. Donc, depuis les épisodes Hedoma, l'enfant n'est plus comme avant. Elle pleure tout le temps. Elle était capable de sourire. Elle avait un sourire réponse ma'achanda. Donc, elle tenait correctement la tête à l'âge de 3 mois avec retard, mais elle a quand même acquis la tenue de la tête. بطلت ولات plus hypotonique, ما عادش تشد راسها. Donc, elle a perdu quelques acquisitions, même si elle les a acquis par retard, à cause de cette souffrance néonatale. Donc, si vous voyez les crises de cet enfant, si vous voyez les crises, vous voyez la secousse, la secousse brusque. Regardez bien. Là, est-ce que vous avez vu ce mouvement brutal? Vous voyez la répétition encore une fois? Vous voyez le spasme, donc c'est une secousse généralisée qui va intéresser les 4 membres et le tronc aussi. Vous voyez, avec un plafonnement de regard instantané au cours de ces accès, et ça va se répéter de façon stéréotypée pendant plusieurs fois. L'horaire de survenue, c'est généralement après le réveil, que ce soit du sommeil de la nuit ou d'une sieste. Donc, ça s'appelle des spasmes. Les spasmes peuvent être en flexion ou en extension, معناها تتصر لقدام والا تحل يديها elle va les écarter هي وساقيها pour faire des l'extension. Donc, ces crises, ces secousses répétitives qui surviennent au réveil s'appellent des spasmes infantiles. Quand on réalise l'électroencéphalogramme de cet enfant, on va trouver cet aspect complètement désorganisé de l'activité de sommeil avec la présence de pointes ondes. C'est une désorganisation totale de l'activité de fond, notamment au niveau du sommeil. Cet aspect EEG s'appelle hypsarythmie. Donc, cette association chez cet enfant de la répétition de spasmes infantiles avec la perte de certaines acquisitions, qui s'appelle régression psychomotrice, avec cet aspect hypsarythmique à l'EEG, ces 3 éléments, 2 cliniques, 1 électrique, permettent de retenir le syndrome de West. Donc, le syndrome de West, c'est l'association spasme infantile, régression ou stagnation des acquisitions psychomotrices avec l'EEG, un aspect particulier de désorganisation totale, c'est l'hypsarythmie. Donc, sur ces 3 éléments, nous avons le droit de retenir le diagnostic de syndrome de West. Alors, si on fait l'enquête étiologique, l'histoire déjà néonatale nous suggère la souffrance neurologique à la naissance et c'est probablement la cause de cette encéphalopathie épileptique. Donc, la souffrance néonatale, les séquelles d'anoxo-ischémie pernatale constituent l'origine étiologique de ce syndrome de West. Quand on fait le scanner cérébral, nous avons trouvé une perte de substance au niveau, donc toute une partie qui n'existe plus
Donc, il y a une porencéphalie très importante avec une dilatation du ventricule latéral postérieur. Et donc, il s'agit de séquelles d'ischémie qui s'est passé à la période néonatale. Donc, ce syndrome d'épilepsie, je répète ce que j'ai dit par rapport à ce cas clinique, il survient chez le nourrisson avant l'âge de 1 an avec un pic de fréquence autour de 6 mois. Mais ça peut aller jusqu'à de 3 à 7 mois. C'est la triade classique qui est faite par 2 éléments cliniques, le type de crise faite de spasmes infantiles, ces secousses répétitives qui surviennent au réveil, une stagnation ou une régression des acquisitions psychomotrices associées à l'EEG, à cet aspect hypsarythmique. Les spasmes, il s'agit de contractions brusques et brèves, habituellement en flexion. Ils peuvent être aussi en extension. Ils peuvent être symétriques ou asymétriques, selon l'étiologie. Elles surviennent en salve, en série de plusieurs, qui peut aller jusqu'à 20 ou même plus que 20 spasmes par salve, préférentiellement au moment du réveil, que ce soit du sommeil nocturne ou d'une sieste. Les salves peuvent se répéter plusieurs fois dans la journée. Les troubles neuropsychologiques associés qui sont de sévérité variable. Il peut s'agir d'une simple stagnation, معناها صغير يقف يكون يعمل في حاجات ما يخسرهمش أما ما يزيد عليهم حتى شيء depuis la survenue d'espace, ou elle يخسر des acquisitions qui les a déjà acquises. معناها il va perdre des acquisitions déjà gagnées. Donc, avec ces spasmes, on demande bien sûr un EEG de sommeil. L'EEG doit enregistrer absolument le sommeil, l'endormissement et le sommeil, si c'est possible le réveil pour tomber sur des spasmes. Et c'est là qu'on va tomber sur un aspect particulier d'hypsarythmie. Et avec ces 3 éléments, on a le droit de définir le syndrome de West et d'agir en conséquence. Sur le plan étiologique, ça passe par la même démarche clinique de n'importe quelle épilepsie. Donc, la démarche va être clinique essentiellement, l'histoire familiale, l'histoire de grossesse, l'histoire de la naissance et le développement psychomoteur après, et bien sûr, s'il y a une agression infectieuse, traumatique, monoxyde d'azote, survenue, une agression au niveau du système nerveux central doit être notée. Le développement neurologique doit être précisé, même s'il s'agit de 1 ou 2 mois uniquement. D'accord? Le traitement doit être urgent à commencer et le pronostic va dépendre, bien sûr, de la précocité de prise en charge thérapeutique, mais aussi de l'étiologie sous-jacente. مش كيما صغير نلقاوه maladie métabolique dégénérative très grave, il va décéder, ou مش décéder à cause de l'épilepsie, il va décéder à cause de la maladie métabolique grave sous-jacente. مش كيما صغير يبدا عنده une petite dysplasie peut-être corticale limitée dans l'espace et qui est peut-être accessible à un traitement chirurgical. Donc, l'étiologie est très importante dans le jugement et l'annonce du pronostic ultérieur. Bien sûr, la précocité du traitement est importante parce que plus longtemps cet aspect d'hypsarythmie et ces spasmes se prolongent, plus fréquemment on va retrouver des séquelles neuropsychologiques, même si on arrive à traiter par un traitement efficace. يجينا après 2 ou 3 mois وهو يكرز. حتى لو كان نهار اللي تحط له سابريل il va arrêter de faire des crises, il va certainement garder quelques séquelles ou des séquelles neuropsychologiques développementales, quelle que soit l'étiologie. En plus du pronostic lié à l'étiologie sous-jacente, il y a aussi une partie qui est liée à la précocité d'un traitement spécifique des spasmes infantiles qui est basé sur un médicament bien connu qui est le Sabril, mais aussi les corticoïdes. Voilà, donc les 3 syndromes que je voulais parler, le syndrome de West, l'épilepsie absence et le PR. هذوما les 3 essentiels les plus fréquemment retrouvés et dont il ne faut pas négliger chez l'enfant. Il faut toujours avoir en tête chez les petits nourrissons
les épilepsies lésionnelles, malformatives, métaboliques ou autres, mais aussi les spasmes infantiles. Il ne faut pas passer à côté des spasmes infantiles. Certains sont confondus avec des coliques intestinaux. Ou une autre pathologie, ou la digestive, ou la autre. Donc, si on fait les diagnostics tardivement, on risque de perdre beaucoup au niveau du développement neurologique. Pour l'épilepsie de préadolescence de l'âge scolaire, généralement, l'épilepsie absence et l'EPR sont les plus bénignes, très sensibles au traitement médicamenteux et ne méritant pas toujours une exploration poussée en matière d'IRM cérébral ou d'autres bilans métaboliques ou inflammatoires ou génétiques. Donc, pour conclure ce cours d'épilepsie, l'épilepsie de l'enfant est une pathologie fréquente. Elle va survenir sur un cerveau en pleine période de maturation et de développement. Il est très fragile, mais il est aussi très susceptible de créer des crises. Donc, il est très hyperexcitable et beaucoup de conditions vont conduire à l'apparition de crises d'épilepsie chez lui. Le diagnostic positif n'est pas toujours facile si on n'a pas les vidéos, si on n'a pas assisté à la crise. Donc, on est obligé de croire aux descriptions des parents. On essaie toujours de relever avec des mots simples sur le dossier. On va les interpréter en fonction de ce qu'on va trouver à l'enquête clinique, notamment électrique et imagerie éventuellement. Il faut toujours éliminer les diagnostics différentiels avant de se lancer dans les examens plus compliqués, des fois agressifs, mais pas anodins. Une fois le caractère épileptique retenu, la démarche, elle est claire. Donc, on va classer la crise, on va l'intégrer dans une maladie ou un syndrome épileptique, faire une enquête étiologique, donc orientée bien sûr par l'enquête clinique, pour aboutir à une annonce pronostique et une prescription médicamenteuse plus ou moins chirurgicale ou régime ou autre. Bien sûr, il faut toujours... Oui. Madame, le crise qui va prendre, تسمى généralisé ولا focal؟ خاطر ما تسمى شيء. شنو مدام الحد شيء؟ احنا قلنا لك perte de contact. انت شنو رايك في الجي هذا؟ شنو رايك في الديشارج؟ هل جينيراليزي ولا فوكال؟ جينيراليزي معناها كيما ترى في السطر الفوقاني كيما ترى في السطر اللوطاني. دونك ديجا لا ديشارج elle est généralisée, elle est de la même façon. Il y a une perte de contact, صحيح ولا لا؟ Oui. احنا اش قلنا في لي كريز جينيراليزي؟ قلنا il y a dans la description لهنايا de crise. Donc, le terme généralisé, il est réservé aux crises qui engagent rapidement au niveau de la décharge, qui engagent rapidement les deux hémisphères cérébraux. La décharge qui va intéresser les deux hémisphères en même temps. La majorité des cas avec une altération de conscience. تنطبقش عليها الكريز هذه l'absence. تنطبق عليها. فيها اللي فما des crises généralisées avec des manifestations motrices اللي نسميوهم des convulsions. خاطر نقولوا convulsion, ça sous-entend des manifestations motrices obligatoirement. وفما les épilepsies non motrices اللي هما les crises d'absence. D'accord? Donc l'épilepsie d'absence c'est une épilepsie de type généralisé qui donne une perte de contact avec une décharge qui intéresse les deux hémisphères en même temps. Vous voyez? Oui. Ben, Madame Blé, ouais. في الكلاسيفيكاسيون في الشيما دو كلاسيفيكاسيون دي كريز des crises ولا les crises ولا de la maladie épileptique oui لا في التابلو هذاك اللي وريته لنا يحكيوا لنا على تيب دو كريز وتيب ديبيليبسي يا اخي شنو الفرق اكزاكتومون بيناتهم خاطر مش فاهم التابلو اللي بعد هذاك توا هذا التابلو واضح فيه لا كريز دو ديبي فوكال لا كريز جينيراليزي ولا لو ديبي انكونو مش عارفينها التابلو الاخر اللي الاخر نزيدو نقدموا معناها واضح التابلو هذا شنو نراو فيه؟ نراو فيه في الوسط لو تيب دو كريز صحيح ولا؟ تيب دو كريز فوكال جينيراليزي ولا انكونو صحيح ولا لا؟ ومن بعد شو نقولوا؟ نقولوا ليبيليبسي الي دو تيب فوكال, de type généralisé, de type focal
et généralisée combinée. معناها une épilepsie elle peut contenir un seul type de crise وقتها كيما الكريز كيما l'épilepsie كيما تنجم تكون généralisée ولا focale. معناها épilepsie focale avec des crises focales كيف معناها épilepsie généralisée avec des crises généralisées كيف ou fama des types d'épilepsie où il y a une association de plusieurs types de crises. Fama des épilepsies, des syndromes épileptiques où il y a des crises focales, des spasmes et des crises généralisées. الثلاثة مع بعضهم في نفس الإبيليبسي. واضح الفرق ولا؟ Donc une épilepsie peut contenir plusieurs types de crises. Certains syndromes épileptiques peuvent contenir plusieurs types de crises. إذا كان généralisé simple ولا focal simple هانو كيما الكريز كيما الإبيليبسي ما فماش فرق. أما dans certains cas il y a une différence. واضح؟ Est-ce que vous avez d'autres questions? Nous avons largement dépassé le temps. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon? Alors, si vous n'avez plus de questions, nous avons terminé le cours. Et nous allons arrêter cette conversation. Je vais vous publier le cours sur la plateforme. La présentation au PowerPoint sur la plateforme. Pas les vidéos, malheureusement, mais vous avez vu les vidéos. Je suppose que vous avez enregistré le learning, la visioconférence. Et bien sûr, je vous souhaite la bonne chance. Si vous avez d'autres questions, au cours de vos passages, bien sûr, stage de pédiatrie, Farhat Hached, vous allez avoir certainement l'occasion de voir des enfants encéphalopathes, épileptiques qui convulsent, ce soit aux urgences ou dans le service. Vu l'activité du service de pédiatrie, où il y a 2 neuropédiatres, moi-même et Dr Ameltej, et je vous jure que pendant votre passage de 2 semaines ou 3 semaines, vous allez certainement voir des cas d'épilepsie. Et nous aurons l'occasion d'en discuter. Donc, bonne fin d'après-midi. Je vous souhaite la bonne chance pour l'examen. Merci, madame.